Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture dans lequel nous allons parler événements littéraires, puis réception livresque, puis je vous donnerai mon avis sur 4 livres que j'ai lus ou écoutés récemment. Voilà, donc on commence tout de suite avec événements littéraires. J'ai eu la chance d'avoir été invitée par Albin Michel pour fêter la sortie du nouveau livre de Melissa d'Acosta qui s'appelle La Doublure. Comme vous le savez sûrement, je vous ai donné mon avis dans mon précédent épisode de podcast si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'était un événement incroyable, ça fait partie des événements que je garderai en tête pendant longtemps. Il y en a quelques-uns comme ça où on se dit « Waouh, wow, j'ai fait un karaoké avec Virginie Grimaldi, wow, j'ai dansé avec Melissa d'Acosta ». Enfin voilà, ça fait partie de choses qui paraissent totalement dingues, sorties du contexte et qui paraissent tellement normales quand on le vit. C'était très très chouette, le lieu était magnifique, on était à l'hôtel particulier de Montmartre et c'était, voilà, le lieu était incroyable, ça fait partie des endroits où je ne pense pas que j'aurais pu aller un jour en dehors de ce style d'événement. C'était trop chouette de retrouver pas mal de copains et de copines bookstagrammeurs. Et notamment, j'ai retrouvé Angie de Madame Chachali. On a passé la soirée ensemble et forcément, c'était trop chouette. Bon, j'étais contente d'échanger quelques petits mots avec Melissa d'Acosta, même si son livre n'est pas un coup de cœur. Bon, ça fait partie des choses qui sont pas évidentes à gérer parce que je trouve ça important de donner mon avis. Et en même temps, j'aime tellement l'autrice, mais voilà, c'est ainsi. Donc je guetterai, quoi qu'il en soit, les sorties de ses prochains livres. Mais voilà, Melissa d'Acosta, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. À cet événement, il y avait également d'autres auteurs comme Sophie Talmen, mais aussi Julien Sandrel avec qui j'ai pu échanger quelques mots et c'était très sympa. On est en dehors des salons, etc. Moi, Julien Sandrel, je l'ai croisé à pas mal de salons du livre, la Nuit Blanche des Livres à la Garenne-Colombe. Je l'ai vu à Saint-Laurent-Poche. Je l'ai vu à la Foire du Livre de Paris, le Festival du Livre de Paris, je sais plus comment ça s'appelait, ce qui remplace le Salon du Livre Paris. Mais c'est la première fois que je le voyais dans un autre contexte et c'était très, très sympathique de pouvoir échanger avec lui. Et voilà, on a bien mangé, on a bien dansé, on a bien discuté et voilà, c'était très, très, très sympathique. Et comme je vous dis, ça fait partie des événements que je garderai en tête pendant un très long moment. Voilà, et bien écoutez, on passe maintenant aux réceptions livresques. Dans ces réceptions livresques, il y a de la littérature jeunesse et il y a de la littérature pas jeunesse. Ah ah. Et en plus, le hasard fait qu'on va commencer par la jeunesse et ensuite ce sera pas jeunesse et c'est voilà, c'est bien organisé. Ce sera vraiment en deux parties. Alors, j'ai reçu de la part de Ozu 2 romans de l'Avent. Il y en a 4 qui sont sortis. Donc pour mes 2 grands, ce sont des livres à partir de quel âge on peut dire, je sais pas, ça va vraiment dépendre du niveau de lecture de l'enfant. Si c'est un bon lecteur sur une fin de CP, un CE1, il n'y a pas de souci. Si c'est un lecteur plutôt, enfin un bon voire très bon lecteur, si c'est un lecteur plutôt classique, peut-être que CE1 ça fait un peu juste. Si c'est pas du tout un très bon lecteur, attendez le CE2 ou peut-être après, je ne sais pas. Mais bon, j'ai pas encore ouvert, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais voilà un peu comment les pages vont se présenter. Donc ça peut peut-être vous aider à voir si il y a peut-être trop de mots par page ou pas, selon les enfants. En tout cas, mes 2 grands sont en CM1 et en 6e, donc il y aura aucun souci. Ça va même être un petit côté clin d'œil, quoi. Ce sera pas leur seule lecture de la journée, je pense. Le principe est génial. Donc, un roman de l'Avent, eh bien, comme vous pouvez vous en douter, ça veut dire qu'il y a un chapitre à lire par jour jusqu'à Noël, donc voilà, jusqu'au 24 décembre, il y aura un chapitre à découvrir.
Et voilà, ça permet d'attendre Noël et tout. Enfin, le principe, je le trouve extra. Il faut vraiment que je me trouve des choses comme ça pour moi, parce que ça me plairait vraiment beaucoup, sans que je le fasse moi-même. Vous voyez, un livre qui est pensé comme un roman de l'Avent et pas un livre qui a 24 chapitres et je me dis, tiens, si je me faisais un chapitre par jour. Non, 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 j'aimerais bien la même chose. Et pour pimenter le tout, eh bien, il s'avère que ces chapitres, vous ne pouvez pas les découvrir avant. Donc là, on a un petit mot de bienvenue. Donc celui-ci, c'est le mystère de l'or de Noël. Donc il y a un petit message de bienvenue. Brrr, est-ce le vent d'hiver qui te fait frissonner ou l'histoire du mystérieux l'or de Noël? Pour t'accompagner jusqu'au réveillon, voici un roman avec un chapitre par jour du mois de décembre et jusqu'à Noël. Aide-toi d'une règle pour découper les pointillés et ouvrir le chapitre du jour à la bonne date, comme avec un calendrier de l'Avent. Bonne lecture. Et là, on a une petite image qui nous montre avec la règle comment ouvrir. Parce que les chapitres, donc, voilà, 1er décembre, ils sont totalement fermés. Et on voit que quand on l'ouvrira, bah, il y aura quelques pages à lire. Voilà, donc on ouvrira ça avec une règle comme c'est indiqué. L'autre titre qu'on a reçu, c'est Mission cadeau nul. Ok. Et donc pareil, il y a un petit blabla avant pour expliquer comment ça va fonctionner. De la même façon, les chapitres sont scellés. Voilà, je trouve l'idée extra parce que y a le côté calendrier de l'Avent, donc c'est-à-dire que on a bien une chose par jour qui va se passer jusqu'à Noël. Et l'autre point que je trouve très bien, c'est le fait que les pages, enfin les chapitres sont scellés. Donc on va retrouver vraiment l'ouverture de la fenêtre d'un calendrier classique de chocolat ou un calendrier de l'Avent de thé. On va retrouver vraiment ce côté-là en fait. On ne découvre pas tant que le jour n'est pas arrivé. Et c'est une excellente idée d'avoir ajouté le côté on scelle le chapitre. Voilà, donc ça, ce sont des romans de l'Avent chez Ozu. On a reçu également ce livre, Les recettes d'harmonie et miettes, de la collection Sorciers et sorcières chez Kenes. La couverture est juste magnifique. On a eu de la chance parce que ce livre, il nous est arrivé dédicacé pour mes filles qui font de la pâtisserie soit seules, soit avec leur papa. Autrement dit, ma dernière, elle fait ça avec son père et ma grande, elle fait ça. Ma grande fait ça toute seule. À la maison, c'est mon mari qui cuisine. Hein. Faut pas me mettre, moi, derrière les formes. Et donc, en fait, on a des petits bouts de bande dessinée. Et puis après, à côté, on a comme ça une recette avec tout, puis la photo du gâteau. Et ça a l'air d'être assez proche de... Oui, c'est ça. C'est découpé comme ça. Des petits brownies, là. Ils sont pas l'air mauvais du tout. Voilà, donc super chouette. Écoutez, je pense qu'on va commencer dès ce week-end. Ensuite, on m'a offert, enfin l'auteur, Franck Driancourt, m'a offert pour les enfants 2 livres qui sont 2 tomes d'une série. Les aventures d'Edgar Nelson avec, on voit sur la couverture une petite image de Tom Sawyer et puis Edgar Nelson au pays d'Oz. Alors, on a juste lu pour l'instant cette 4e de couverture avec les enfants et ça a l'air pas mal du tout. En vacances chez ses grands-parents, loin de ses amis, de sa console et de ses habitudes, Edgar va découvrir malgré lui un monde fantastique, un monde qui le transportera de l'autre côté de l'Atlantique, dans le Mississippi, au milieu du 19e siècle. Il y fera la connaissance de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Becky et retrouvera Oncle Christophe. Au cœur d'une machination diabolique, il tentera l'impossible pour arracher son oncle des griffes de la mort. Voilà comment il est à l'intérieur. Hop, donc ça, je sais pas si c'est mon fils ou ma grande qui va les commencer en premier. Donc ça, c'était pour la littérature jeunesse. Sinon, j'ai reçu de la part des éditions Charleston ce livre, Passé Noël, j'arrive pas à parler.
Passer Noël en Alaska, mode d'emploi de Debbie Macomber. Debbie Macomber qui a fait la série Retour à Cedar Cove et j'ai tous les tomes à la maison, donc il faut que je découvre cette série. Ah mais il est tout petit, il fait 200 et quelques pages, 215 pages, ça va se lire vite. Donc voilà, je me garde précieusement cette petite comédie romantique de Noël. J'ai reçu des éditions Alizio dans la catégorie Alizio Histoire. Ce premier volume, La reine d'un siècle, Élisabeth II. C'est le premier volume, on va de 1926 à 1992. Avec des photos au milieu. Alors, j'ai aussi reçu de la part des éditions Charleston le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley dans cette édition magnifique collector. Voilà, c'est indiqué là, édition collector. Avec cette couverture. Voilà. Il est trop beau. Et j'ai reçu le dernier livre que j'ai lu dans mon année de lectrice Charleston. Il s'agit du Domaine de l'héritière de Lucinda Riley également. Alors c'est un livre qu'on a reçu vraiment très en avance puisque il sort dans quasiment un mois. Alors qu'il y a des livres qui sont sortis là que j'ai pas encore reçus. Alors le Domaine de l'héritière, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. On retrouve la double temporalité comme on peut la retrouver et l'apprécier chez Lucinda Riley. Et en fait, avec cette double temporalité, on va aller pendant la Seconde Guerre mondiale en France et c'est hyper intéressant avec un côté espionne. Voilà, c'est pas espion, c'est espionne et c'est très chouette. Alors, il y a un petit bout de mon avis. Les personnages féminins sont forts et très attachants. Lucinda Riley nous offre une histoire prenante avec son écriture toujours aussi juste. Voilà. Je finis avec ce livre pour les réceptions livresques et puis cette couverture, elle est juste magnifique. Je passe maintenant aux livres que j'ai lus ou écoutés. Dans ces livres, il y en a 2 que j'ai lus et 2 que j'ai écoutés en audio. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, hein, je ne vais pas chercher à faire compliqué. Foutez-vous la paix de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. C'est un livre qui est tout fin, publié chez Pocket. Tout fin parce qu'il fait 170 pages, donc écoute, globalement assez rapide. Alors je pense que j'ai pas été très claire quand je vous en ai parlé, quand je l'avais acheté, parce que je donnais certainement l'impression que ce livre venait de sortir. Non, pas du tout. En fait, celui qui vient de sortir, c'est un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix, mais ça doit être une sorte de suite ou ce trouve même un tome 3, j'en sais rien. Mais du coup, quand j'ai vu que ce livre sortait, ça m'a donné envie d'aller regarder eh bien le premier livre sorti, et c'est celui-ci. C'est un livre de développement personnel, mais je me suis rendu compte que les livres de développement personnel que je ne supportais pas de lire, bah, ça passe très bien en audio, je trouvais. En tout cas, ça a été le cas avec le livre de Natacha Calestrémé sur la clé de votre énergie. Donc pourquoi pas, ça peut être une solution. Enfin, non pas que je doive absolument lire des livres de développement personnel en papier ou en audio, mais voilà, pourquoi pas faire comme ça. Donc voilà, c'est un peu grâce au livre de Natacha Calestrémé que j'ai je me suis un peu ouverte sur le sujet en me disant au lieu de les rejeter, non, il peut y avoir des livres vraiment intéressants et utiles, pourquoi pas. Le problème, c'est que j'attendais autre chose. Là, on est sur Foutez-vous la paix, commencez à vivre. Fabrice Midal, le philosophe qui nous déculpabilise, un livre libérateur, etc. De l'autre côté, on a Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être calme, soyez en paix. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Un livre extrêmement libérateur et déculpabilisant, un livre subtil qui esquisse une voie majeure. Et moi, je suis un petit peu déçue. je m'attendais vraiment au côté justement déculpabilisant. Voilà, le terme déculpabilisant, c'est exactement ce que je cherchais. Foutez-vous la paix. Je cherchais un livre avec une bienveillance envers nous-mêmes, un livre qui dirait que notre pire ennemi c'est nous-mêmes et qui nous donnerait beaucoup de petits tips à appliquer au quotidien.
Alors peut-être que je résume trop le livre ou peut-être que c'est vraiment lié à ma déception. C'est pas non plus un livre complètement nul, hein, j'ai écouté, etc. Mais j'en ai pas retiré grand-chose en fait. C'est là aussi où c'est un peu dommage. Il y a un côté assez théorique. Et du coup, une mise en application qui est pas forcément évidente. Et on est parti sur un sujet auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est la méditation. Donc l'auteur en fait nous explique que l'une des solutions pour se foutre la paix, c'est de méditer. Mais pas de méditer n'importe comment, parce que quand on médite, on peut très bien se dire « Ah tiens, j'ai pas été concentrée, ça va pas, je suis nulle parce que j'ai pas réussi à tenir longtemps, j'ai pas... » Et donc en fait, il enlève cette culpabilité, notamment autour de la méditation. Alors après, bon, on a d'autres sujets, il va un peu jouer sur les mots dans le sens où là, cessez d'être calme, soyez en paix. Il y a le côté où vraiment il nous explique pour lui la différence, en quoi c'est important de faire cette distinction entre être calme et être en paix, etc., etc. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça, mais je sais pas, ça l'a pas trop fait avec moi. Comme je vous dis, j'en suis un petit peu déçue parce que j'avais des attentes autour de ce livre et ouais, bah, les attentes, elles sont encore là. Et voilà, c'est ainsi. Mais en tout cas, c'est pas le livre qui a répondu à ce que je cherchais. Et c'est comme ça. Écoutez, au moins je saurais maintenant. Cet auteur m'attirait pour l'avoir vu dans pas mal enfin sur Instagram, etc., etc. Bon, bah voilà. Je laisse de côté. Après, j'aurais peut-être dû le savoir, puisque c'est écrit « Philosophe et écrivain, Fabrice Midal est l'un des principaux enseignants de la méditation en France. » À partir du moment où on a philosophe et méditation, ça aurait dû, moi, me faire une petite alarme en me disant « C'est pas ce que tu veux, en fait. » Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'était « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal. Après, on va passer à l'heure des fous de Nicolas Lebel chez Livre de Poche. C'est un livre que j'avais dans ma palle depuis un long moment, puisque je l'avais acheté à la nuit blanche des livres, non pas celle qui a eu lieu en juin 2022, mais celle qui a eu lieu en juin 2021. Il était temps que je sorte ce livre de ma palle, je vous dis. Ce qui m'a attirée, c'est que, eh bien, déjà les couvertures, avec une couverture comme ça, je me dis, tiens, on doit être vraiment sur un vrai policier, pas un thriller, on doit être sur un vrai policier, je partais comme ça. Je sais que Nicolas Lebel s'entend bien avec Olivier Norek, je sais qu'il y a tout un groupe d'auteurs comme ça, de policiers thrillers, d'auteurs français, et c'est plutôt cool en fait, enfin c'est assez chouette, donc ça m'attirait aussi, hein. Donc j'ai organisé une lecture commune autour de ce livre, on a été plusieurs à le lire en même temps. Alors c'est un premier tome, c'est le premier tome d'une série, et en fait on a, donc ça se passe à Paris. Et en fait, on a plusieurs policiers. Enfin, on a une équipe. On a le capitaine Merlicht. Et dans son équipe, il a, alors si je reprends, on a le lieutenant Dos Santos, on a le lieutenant Sophie Latour et le lieutenant stagiaire Ménard. Alors, l'enquête est plutôt bien, etc., etc. Voilà. Rien de particulier, rien d'extraordinaire, mais rien de particulier. Bon, voilà, là on était sur un sans-abri qui est poignardé, enfin voilà. Je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, j'ai pas un énorme... l'enquête m'a pas énormément marqué, le dénouement m'a pas énormément marqué. Les personnages m'ont marqué, mais pas forcément dans le positif. Je suis en train de chroniquer que des livres que j'ai pas trop aimés, mais attendez, les deux suivants seront très bien. En fait, donc nos 4 personnages là sont très clichés et c'est très marqué. Alors, c'est certainement fait exprès, c'est certainement un trait d'humour et tout, mais moi, j'aime pas forcément ça. J'aime bien notamment Bernard Minier et sa série Servaz parce que ces personnages sont hyper justes. La psychologie des personnages, elle est parfaite. Servaz est un personnage que j'aime énormément. On n'est pas sur un super-héros qui sait tout et tout. Non, il est humain et il a de fortes compétences, c'est vrai, mais il est humain. Et l'auteur joue autour de ça, ça le rend encore... Enfin...
Enfin oui, ça rend ce personnage vrai, ça rend ce personnage humain, on a l'impression que c'est une vraie personne et voilà. Donc on est loin des clichés, on n'est même pas dans le cliché c'est un homme donc il ne doit pas avoir peur ou je ne sais quoi, pas du tout et c'est très appréciable. Là on n'est même pas à ce niveau-là, on est au-dessus, on est dans un côté cliché humoristique un peu lourdingue, mais c'est pas une critique, hein, c'est pour vous dire ça peut très bien plaire. Je sais que ça plaît à certains, mais c'est pour vous dire un peu le côté voilà, il y a une petite patte comme ça. Donc ce capitaine Merlicht, au début j'avais beaucoup de mal avec lui, j'avais beaucoup de mal parce que il est un peu vulgaire dans sa façon de parler, mais bon on s'y fait après. Et son lieutenant stagiaire, waouh, il y va fort, hein, franchement, ce serait un peu du harcèlement, hein, c'est un traitement qu'on fait à certains stagiaires et qu'il faudrait pas. Donc ça m'a un petit peu agacée. Puis au final, ce capitaine Merlicht, au fur et à mesure de l'histoire, il devient un peu plus attachant. Mais après, on a les deux lieutenants Dos Santos et Sophie Latour qui sont eux-mêmes des clichés. Et là, Dos Santos, il fait tout pour se rapprocher de Sophie Latour. Sophie Latour, elle se sent pas bien dès qu'il y a la foule. Alors, il y a un coup que ça fait un peu cliché quand même, ça me gêne. Voilà, et en fait, c'est peut-être pas grand-chose, mais moi, ça m'a un peu empêché d'adorer ce livre, donc je suis pas sûre de lire la suite. Voilà, c'est comme ça. C'est dommage, ça m'aurait plu, j'aurais voulu apprécier, mais ça l'a pas fait. Donc comme je vous disais, celui-ci c'est le premier tome d'une série. Mais il a écrit autre chose. Mais il y en a plusieurs dans cette série. Hein. Il y en a plusieurs dans cette série. Mais il a écrit autre chose. Une autre série. Et pourquoi pas, dans ces cas-là, pourquoi pas tenter de découvrir ce qu'il a écrit d'autre. Voilà. Donc ça, c'était L'heure des fous de Nicolas Lebel. Livre audio. Je peux très bien me passer de toi. Voilà, de Marie Vareille, qui est un livre que j'avais acheté et fait dédicacer au livre sur la place à Nancy au mois de septembre. Marie Vareille, j'ai déjà lu 3 livres d'elle. J'ai lu La vie rêvée des chaussettes orphelines où je me suis dit c'est trop bien. Pourquoi je découvre cette autrice seulement maintenant? Je me souviens m'être couchée très tard pour avoir un dénouement et être restée scotchée par ça. Elle a un don hein, vraiment de mélanger les genres en fait. Elle écrit pas des thrillers. Elle écrit pas, enfin je parle de ses derniers livres, hein. On n'est pas sur un thriller, on n'est pas sur une comédie romantique, on n'est pas sur... Mais en fait elle va mélanger plein de styles et c'est trop bien. Donc voilà, celui-ci je l'avais beaucoup aimé. Et ensuite, j'avais lu Ainsi gèlent les bulles de savon que j'avais bien aimé, mais un peu moins, et Désenchantée. Et donc Désenchantée et La vie rêvée des chaussettes orphelines, ce sont mes 2 livres préférés de l'autrice. Mais elle a écrit beaucoup d'autres choses. Et c'est là où je voulais aller taper. Je voulais aller lire ce qu'elle avait pu écrire d'autres, qui sont pas forcément dans ces styles-là, puisque là, on est vraiment sur une comédie romantique. Customisée, hein, parce que ça, c'est la version Noël du livre. Dans ce livre, on suit Chloé et Constance, qui sont assez jeunes, qui ont des vies pas tip-top niveau vie amoureuse, quoi. C'est pas génial. Et donc, elles vont se lancer un défi toutes les deux. Alors, elles sont assez opposées. On a Chloé, elle, elle enchaîne les histoires d'amour catastrophiques, donc elle n'a pas de soucis. Voilà, les histoires d'amour ne lui posent pas de problème, sauf qu'à chaque fois ça se passe très mal. Et puis elle a un peu de mal à se détacher de quelqu'un, elle a du mal à se passer de lui. Et sa copine Constance, alors elle a mis sur un piédestal quelqu'un qu'elle a déjà vu et elle a peur de franchir le pas. Et puis elle ne veut regarder aucun autre homme, c'est celui qu'elle a mis sur un piédestal. Et voilà, ça, son objectif ultime serait de pouvoir être avec lui, etc. Enfin voilà. Donc elles vont se lancer un défi qui va être d'inverser un peu les rôles et que l'une tente de sauter le pas et que l'autre arrête de sauter le pas.
Alors, on est sur un livre qui alterne justement avec... enfin, on alterne bien entre les deux personnages. On a des chapitres où on a le journal de Constance Delahaye. Donc, c'est vraiment Constance qui nous parle à la première personne dans son journal. Et puis, ensuite, on a les chapitres où c'est Chloé qui parle aussi à la première personne, mais pour le coup, c'est pas dans son journal. Et je trouve cette construction hyper intéressante. Déjà, c'est rythmé, puisqu'on alterne entre Constance et Chloé. Et puis on identifie bien. À un moment donné, c'est un journal et à un autre moment, c'est pas le cas. Bon, ces deux copines, elles sont également copines elles-mêmes avec une troisième. Bon, c'est ce qui fait qu'elles ont un entourage commun, mais pas que commun. Elles ont aussi leur vie bien distincte. Et ça, c'est assez intéressant. Je trouve qu'en format audio, ça passe parfaitement. C'est exactement moi ce dont j'avais besoin en livre audio. C'est le format qu'il me faut en fait pour les comédies romantiques Alors, sauf les comédies romantiques de Noël, hein, là je compte bien en lire plusieurs. Mais c'est vrai que les comédies romantiques, c'est quand même pas mon style préféré, mais en audio, ça passe extrêmement bien. Ça me demande pas une concentration incroyable. C'est un livre plutôt léger, même s'il est bien écrit, même s'il est bien construit, même si les personnages sont hyper attachants et tout ça. Ça reste une comédie romantique écrite par Marie Vareille. Mais c'est quand même pas un livre d'une complexité incroyable et j'arrive à suivre le fil. Et si je me détache un tout petit peu de l'histoire par petit manque de concentration à me donner, j'arrive très bien à raccrocher les wagons, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça a été un peu libérateur. Je crois que j'avais abandonné style 2-3 livres audio avant. J'arrivais pas à trouver... J'étais dans une période en plus un petit peu compliquée, ce qui fait que ça tournait beaucoup dans ma tête. Donc c'est pas forcément évident de couper. Puis quand je suis en voiture, je peux avoir mes pensées qui partent si je suis pas bien attrapée par l'histoire. Et ben là, avec ce livre, j'ai été bien attrapée par l'histoire. Et c'était très très chouette. Vraiment, j'aurais peut-être pas le même avis si je l'avais lu en papier, mais écoutez, moi je l'ai lu en audio, et donc mon avis après la lecture audio, c'est que c'était super sympa. Voilà, donc je peux très bien me passer de Toi de Marie Vareille. Je termine avec Au Royaume des Cris de Mathieu Le Serre chez Robert Laffont. J'avais lu La part du démon quand... Enfin, il y a pas très très longtemps, en fait, j'ai lu La part du démon quand... au moment où Mathieu Le Serre, en fait, a eu le prix de Nouvelle Voix du Polar pour ce livre. Et j'avais bien aimé... C'était pas un coup de cœur, parce qu'il y avait des petites choses qui m'avaient dérangée, je vous l'avais dit, mais globalement, j'avais quand même vraiment bien aimé. C'était prenant et tout, une écriture très particulière et très addictive, plein d'histoires dans l'histoire, et un final qui est assez dingue, parce que comme on a plein d'histoires dans l'histoire, on a plusieurs dénouements. Ouais, mais en même temps, en fait, La part du démon, c'est le premier tome d'une trilogie. Et il a fini parfaitement son premier tome, parfaitement comme peu finissent parfaitement leur premier tome quand on est comme ça sur un livre avec des suites. C'est que il a réussi à terminer son livre de façon à ce qu'on soit déjà bien titillé par l'histoire du second tome. On a envie de tout de suite de le lire, de savoir de savoir ce qui va en être et tout. Sauf que le deuxième tome, on n'a peut-être pas prévu de l'enchaîner tout de suite. Et voilà. Et en fait, on a des dénouements. Il y a des choses que j'avais devinées, il y en a d'autres que j'ai apprises. Il y a des dénouements d'une enquête, il y a des dénouements dans le cadre personnel de certains des personnages, etc. Mais alors, ce final de premier tome, il est juste dingue. Voilà. Et donc, la suite, c'est Au Royaume des Cris, avec cette couverture qui est dans le même style que la couverture du premier tome. Voilà. J'ai hâte de voir la couverture du troisième tome. Hein. Alors, dans Au Royaume des Cris, on retrouve nos 3 personnages qu'on avait beaucoup aimés dans le premier tome. On a notamment Esperanza, on a notamment Mani et son frère qui est journaliste. On a une certaine intrigue qui nous surprend pas trop quand on a fini le tome 1, puisque c'est vraiment la suite. Hein. On nous avait bien titillé avec ce tome 1. En parallèle de ça, on retrouve un peu le schéma du premier parce que on a pas la construction,
du livre. On n'a pas la même construction du livre. La construction du premier, on avait une partie par personnage sur nos 3 personnages principaux. Là, on n'a pas une partie par personnage, mais on a plusieurs histoires dans l'histoire et presque chaque personnage a une histoire principale, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Que même le journaliste, il a ses propres histoires, il va gratter, il va essayer de savoir ce qui se passe. En fait, il va un peu mener sa propre enquête, même si l'objectif final, c'est d'écrire un article. Mais bon, en fait, il mène aussi l'enquête. Et c'est très puissant hein, d'avoir comme ça plusieurs histoires dans l'histoire, c'est très addictif, ça permet d'avoir un rythme hyper soutenu. Moi je l'ai dévoré celui-ci, Au Royaume des Cris, je l'ai vraiment adoré. Ce que je n'avais pas aimé dans La Part du Démon, je ne l'ai pas retrouvé, donc il n'est resté que ce que j'aimais, donc j'ai adoré, je l'ai dégommé, je crois que je l'ai lu en une journée, enfin... Ah, ça a été une excellente lecture... Ah, il était bien. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a fini, on a juste envie de se dire, mais il sort quand le tome 3? Et le tome 3 va sortir au mois de mars. Mais vraiment, très très bien. Très très chouette. Et puis, c'est ce que je vous disais quand je vous parlais du premier tome. En fait, on pourrait se dire, ok, d'accord, encore un auteur de romans policiers français. L'intrigue se passe principalement à Paris, encore, comme le Nicolas Lebel. Comme le premier tome de Charcot de Franck Tillier qui se passe à Paris, dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Voilà, ok, d'accord, encore. Mais en fait, non, il a totalement sa place. J'ai pas trouvé que c'était redondant avec un autre auteur que j'avais pu découvrir. Il a vraiment une écriture très particulière, très caractéristique de lui-même. je sais pas comment vous dire, mais quand on lit, on n'a pas l'impression de lire le livre de quelqu'un d'autre. Et il y a du rythme, hein. Franchement, il y a du rythme. On est sur un rythme vraiment soutenu. Pour un policier, c'est hyper appréciable. Voilà. Et puis après, les dénouements étaient pas mal du tout. Parce qu'encore une fois, on est sur les dénouements. Et il y a un truc à la fin qui était, comment dire, sans spoiler, qui était, je saurais pas dire, mais il y a eu un truc à la fin, quoi. J'avais besoin d'en parler une fois que j'avais fini le livre, parce que c'était assez fou. Voilà, donc je vous le conseille, Au Royaume des Cris, mais surtout avant, lisez bien La Part du Démon qui est sorti chez Pocket, voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. J'espère que eh bien ça vous aura donné quelques envies de lecture. Peut-être que vous avez déjà lu au moins l'un de ces livres-là. Je veux bien avoir vos avis aussi, notamment sur ceux que j'ai moyennement appréciés. Hein. Si vous avez un avis similaire, voire un avis contraire et tout, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Et puis voilà, écoutez, je vous retrouve donc très vite dans un autre épisode. À bientôt!